Donc bonjour à toutes et à tous. Alors bon, c'est sympa, je vois quelques visages connus dans le public, donc ça me fait plaisir. Bon, comme ça a été dit, donc je suis professeur à la faculté des sciences du sport. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter en fait ce que l'on met en place pour les Jeux Olympiques, effectivement, dans le cadre de l'accompagnement de l'équipe de France de natation, mais qui s'applique à d'autres sports et qui s'applique également aux citoyens au sens large. Donc, c'est ce que je vais faire pendant la première partie de cette conférence. Ensuite, je me suis dit que peut-être que de parler pendant une heure et quart de cela, bon, je pourrais en parler très longtemps, hein, vu que ça fait presque 4 ans qu'on y travaille, mais pour vous, ça pouvait être lassant à force. Donc, j'ai plutôt pris l'option de scinder ce temps qu'on va passer ensemble en 2 parties. La première partie, ça va être justement cette présentation, ce que l'on fait et en quoi ça peut s'appliquer à monsieur et madame tout le monde. Et la deuxième partie, c'est vous qui allez choisir le contenu qui va être abordé. Donc je vous présenterai un peu sur un format vrai ou faux, hein, et sur un format d'idées reçues. Je vous présenterai 6 idées reçues, et puis on votera. Donc on verra ceux qui veulent... pardon, c'était la précédente. Ceux qui souhaitent que j'aborde la première, la deuxième ou la troisième idée reçue. Donc c'est vous qui choisirez, et puis j'apporterai une réponse peut-être qui durera 5 minutes, à l'issue de laquelle on pourra discuter justement sur les thèmes abordés. Donc voilà pour le programme de l'heure et demie à peu près qui vient. Donc est-ce que ça vous va, si on fonctionne comme ça? Eh bien, c'est parti. Donc, comme ça a été dit, l'objectif de ce programme, qui s'appelle D-Day, eh bien, c'est d'optimiser les 3 dernières semaines, 2 à 3 dernières semaines, qui vont amener aux Jeux Olympiques, et notamment pour l'équipe de France de natation, même si c'est une démarche que l'on a construite avec d'autres sports également. À l'origine, on l'a construit avec les rugbymen du Stade Rochelet, et ils continuent de l'appliquer avec leur préparateur physique, Adrien Vachon, qui était justement un étudiant au laboratoire. Et puis, on l'utilise, cette approche, également avec des athlètes ou des sportifs issus d'autres disciplines que la natation. Mais là, typiquement, donc, on va s'intéresser à la natation. Alors, déjà, comment faire pour espérer atteindre un pic de forme, c'est-à-dire à un instant donné, être capable de mobiliser le maximum de son potentiel physique et psychologique? Eh bien, le modèle théorique que l'on utilise, qui date des années 70, même si là c'est une publication qui est un peu plus tardive, parce qu'il a été mis à jour, c'est un modèle qui est assez simple sur le fond. Il nous indique que chaque entraînement, donc je vais essayer de trouver la souris, voilà. Il nous indique simplement que chaque entraînement va avoir 2 conséquences. Il va générer bien sûr un certain niveau de fatigue. On a tous fait de l'activité physique ou du sport et on voit bien qu'à l'issue on est un petit peu fatigué. Et cette fatigue, eh bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va déclencher des adaptations physiologiques, neurophysiologiques, etc., neuromusculaires, qui vont nous permettre d'améliorer notre condition physique. Donc vous voyez, chaque entraînement va jouer sur les 2 dimensions. J'augmente ma fatigue et ce faisant, ça va me permettre après de m'adapter et d'améliorer ma condition physique. Et on considère généralement que la performance, donc quand il s'agit de donner vraiment le meilleur de soi à un instant donné, eh bien, elle est proportionnelle à la différence qu'il y a entre les 2. Si je m'entraîne beaucoup, j'ai beaucoup de fatigue, j'ai un niveau de condition physique élevé, mais la différence entre les 2 est faible, c'est pas là que je serai le plus performant. Donc tout l'enjeu pour les entraîneurs, pour les athlètes, les nageurs, ça va être d'identifier les modalités qui vont permettre de diminuer au maximum le niveau de fatigue sans modifier ce niveau de condition physique. Et c'est là où la différence entre les 2 sera la plus grande, qu'en théorie, ils seront capables d'atteindre leur pic de performance. Alors, la stratégie la plus communément utilisée, elle consiste tout simplement à manipuler ce qu'on appelle la charge d'entraînement ou la dose d'entraînement. Et au cours des 2 à 3 dernières semaines, eh bien, on va modifier cette dose d'entraînement. C'est une période qui a un nom particulier, que l'on appelle la période d'affûtage.
donc qui consiste à s'affûter pour les compétitions importantes. Vous avez la définition à l'écran. Ce que l'on va retenir, c'est que simplement, on diminue la dose d'entraînement pendant une durée variable, qui peut être d'une semaine, 2 semaines ou plus, dans le but vraiment d'effacer ce niveau de fatigue cumulée, fatigue qui peut être physiologique et psychologique. Alors, pour faire cela, comment font les athlètes habituellement? Il y a plusieurs paramètres qu'ils peuvent modifier. Et c'est exactement la même chose pour nous, ou exactement la même chose pour des patients éventuellement qui vont dans un centre de réadaptation sur une période donnée. Les premiers paramètres qu'ils peuvent manipuler, c'est à la fois l'intensité de l'exercice et sa quantité. Est-ce que j'utilise des exercices qui sont plus faciles, moins difficiles, et est-ce que je diminue éventuellement la durée de mes exercices? Le deuxième paramètre, c'est la forme de cette diminution. On peut choisir, si on a pris une période de 2 semaines, on peut choisir de diminuer tout de suite, tout de moitié, imaginons, ou au contraire d'y aller progressivement, de diminuer un tout petit peu au début, et puis petit à petit de diminuer de plus en plus, jusqu'à l'approche de la compétition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme de cet affûtage. Et le dernier paramètre, c'est sa durée. On peut utiliser 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ça dépend, et on va voir de quoi ça dépend. Alors, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, et simplement vous donner les grandes recommandations que l'on fait habituellement, et qui reposent sur une étude que l'on a réalisée, vous voyez, il y a quelque temps, 2007, mais qui est toujours d'actualité. Et ce qui ressortait de cette étude, eh bien, c'est que pour espérer avoir le plus grand pic de performance, il faut une diminution progressive, c'est-à-dire qu'on ne diminue pas tout d'un coup, mais on diminue un tout petit peu au début, et de plus en plus, au fur et à mesure où on se rapproche de la compétition. Donc une diminution progressive uniquement de la quantité. Et en gros, on divise tout par 2. On avait différentes catégories. Vous voyez, c'est de 40 à 60%. Donc, si on va au plus simple, c'est qu'on divise tout par 2. Donc, de la quantité d'entraînement pendant une période de 2 semaines. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué sur le fond. Pendant 2 semaines, je divise tout par 2. Je ne modifie pas la fréquence. Alors, c'est quoi la fréquence? C'est le nombre d'entraînements chaque jour. Donc, si je m'entraîne 2 fois par jour, je garde 2 entraînements par jour. Par contre, je vais diminuer la durée de chaque entraînement. Et je ne modifie pas l'intensité non plus. Surtout, on ne la diminue pas, parce que vous vous souvenez que l'enjeu, c'est de maintenir le niveau de condition physique. Diminuer la fatigue, mais maintenir ce niveau de condition physique. Or, qu'est-ce qui permet de maintenir ce niveau de condition physique? C'est justement l'intensité. Si on la diminue de trop, on va se désadapter et on va être un petit peu moins bon. Donc, voilà la recommandation de base qui est faite. Quels sont les gains auxquels on peut s'attendre? Eh bien, en moyenne, dans cette étude, on avait identifié des gains d'à peu près 2% chez des athlètes de haut niveau. 2%, ça peut paraître très peu, mais comme c'est calculé chez des athlètes de haut niveau, c'est une différence qui est énorme, en fait. Là, cette photo, c'est la finale des championnats du monde d'athlétisme au 100 mètres à Paris en 2003. J'y étais, dans les spectateurs, bien sûr. C'était une course incroyable. Les 5 premiers étaient dans le même centième. Et on le voit sur la photo. Et les 3 suivants étaient très proches. Et ça s'est départagé au millième. Et pour un millième de seconde, c'est un coureur qui était connu, mais sans non plus être exceptionnel, qui venait de Saint-Kitts-et-Nevis, qui a gagné. Et ce faisant, ça a changé sa vie complètement. La compagnie nationale a posé son visage sur les queues des avions, enfin la compagnie aérienne nationale. Enfin voilà, pour un millième de seconde, ça a complètement changé sa vie. Un autre exemple, pour vous montrer à quel point 2% c'est énorme chez des athlètes de haut niveau, c'est dans une discipline que j'affectionne un peu plus, parce que j'étais coureur de 1500 mètres. Et là, vous avez la finale des Jeux Olympiques d'Athènes, aux 1500 mètres. Et vous avez le classement.
celui qui gagne, c'est Hicham El Guerrouj. Hicham El Guerrouj, c'est un des plus grands coureurs de 1500 mètres de l'histoire de l'athlétisme. Il était parmi les 2 favoris à Atlanta 8 ans avant. Il est tombé et il n'a pas été médaillé. En 2000, il était archi favori à Sydney. Il s'est fait doubler dans les derniers 50 cm par un Kényan qu'on n'a plus jamais revu après. Et 2004, c'est la dernière occasion qu'il a de gagner une médaille olympique et quelque part de sauver sa carrière, parce qu'il est déjà quand même 4 fois champion du monde et recordman du monde. Vous voyez, finalement, vous voyez qu'il a gagné, mais voyez les écarts. Si ce jour-là, il avait eu une petite diminution de performance de 0,2% et que le troisième, Rui Silva, le Portugais, avait une amélioration de 0,1%, vous voyez, le podium, ça aurait été celui-ci. Or, il gagne, quelque part, il sauve sa carrière, il est soulagé, il s'aligne sur le 5000 mètres et il gagne le 5000 mètres aussi. Et d'un athlète qui aurait pu être l'éternel perdant des Jeux Olympiques, il devient seulement le 2e athlète de l'histoire à gagner sur la même Olympiade le 1500 mètres et le 5000 mètres. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais vous voyez que 2%, c'est très important, surtout si on considère qu'on peut avoir ce gain de performance en s'entraînant moins, parce qu'on a vu qu'il fallait tout diviser par 2. Néanmoins, la réalité, elle n'est pas aussi simple que cela. Et ce que l'on avait observé dans cette étude, c'est qu'il y avait une très grande variabilité entre les individus. Il y en a qui pouvaient progresser plus que 2%, et d'autres qui pouvaient éventuellement ne pas progresser du tout, voire même régresser. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette différence entre les individus ? Si on reprend notre modèle de départ, en fait, l'objectif de cette phase, c'est de diminuer le niveau de fatigue. Eh bien, on se doute que ce qui fait la différence entre les individus, c'est justement ce niveau de fatigue. S'il est très élevé, peut-être que si j'applique ces recommandations, ça ne suffira pas. Et j'aurai toujours un niveau de fatigue élevé à l'approche de la compétition. Par contre, si j'ai un niveau de fatigue cumulé qui est très faible, peut-être que je n'ai pas besoin de diminuer ce volume d'entraînement, puisque j'ai déjà une différence importante avec mon niveau de condition physique. Donc vous voyez que la clé, en fait, c'est d'individualiser par rapport au niveau de fatigue. C'est ce qui a été montré dans cette étude. Je vais vous détailler la figure, qui a été réalisée avec des triathlètes de niveau régional à national. Ici, vous avez les 2 groupes. Alors, je vais essayer de trouver la souris. Voilà. En haut, ce que vous dit cette figure, en fait, c'est qu'ils se sont entraînés normalement, 100%, c'est leur quantité habituelle, pendant 3 semaines. Ensuite, ils ont récupéré 1 semaine. Ils se sont à nouveau entraînés 3 semaines. Et ensuite, pendant 1 mois, ils ont tout divisé par 2. Deuxième condition, c'était d'autres triathlètes qui ont fait exactement la même chose au début. Vous voyez, 3 semaines. Et là, ils ont augmenté leur quantité d'entraînement de 30%. Donc, ils avaient un niveau de fatigue plus élevé. Et à l'issue, à nouveau, il y a eu les 4 semaines pendant lesquelles ils ont tout diminué par 2. Qu'est-ce que l'on observe sur leur performance quand on compare ces 2 scénarios? C'est ce que vous avez sur la figure à droite. 0, il n'y a pas eu de modification de performance. Et tant qu'on est dans la zone assurée, il n'y a pas de modification. Si on regarde le premier groupe, qui avait un niveau de fatigue normal, eh bien, alors, voilà, ce sont les petits carrés qui sont là. Vous voyez, première semaine d'affûtage où ils diminuent tout par 2, leur performance, elle augmente de l'ordre de 2%, 2%. Deuxième semaine, après, c'est toujours un gain de performance de 2%. Puis après, quand ils ne s'entraînent plus beaucoup, ça rediminue. Par contre, ceux qui ont eu un niveau de fatigue important, eh bien là, il y a eu 2 cas de figure. Des athlètes, des triathlètes qui étaient épuisés et d'autres qui étaient simplement fatigués. Ceux qui étaient simplement fatigués, eh bien, vous voyez, ils avaient un niveau de fatigue plus élevé que le premier groupe. Au bout d'1 semaine, ils n'ont pas encore atteint leur pic de performance. Il a fallu 2 semaines, ce qui est normal parce qu'ils étaient plus fatigués, donc ça prend plus de temps.
et ils ont atteint une performance plus élevée. Donc ça, c'est une constante chez les athlètes de haut niveau. Avant les grandes compétitions, eh bien pour espérer atteindre un pic de forme élevé, 2 à 3 semaines avant, il faut être plus fatigué que d'habitude. Par contre, c'est associé à une prise de risque. Il faut être plus fatigué, mais si je suis trop fatigué, eh bien là, ce sont ceux qui étaient épuisés, qui sont ici. Eh bien, eux, vous voyez, jamais ils n'ont eu de pic de performance. À l'issue de la période de surcharge, ils ont une diminution de performance et ils sont juste revenus au niveau initial. Donc cette étude, elle montre très bien toute la difficulté pour les athlètes. Avant de diminuer le volume d'entraînement pour atteindre un pic de forme, il faut être très fatigué, mais pas trop, au risque de tout perdre, de perdre tous les bénéfices de l'entraînement qu'ils ont eu au cours de l'année. Donc, voilà finalement quelle est la problématique quand on s'adresse à des sportifs de haut niveau. À partir de là, en quoi a consisté le projet d'idée ? Eh bien, il y a eu 3 grandes étapes. La première étape, ça a justement été de développer tous les outils qui nous permettent d'estimer le niveau de fatigue à un instant donné. 2 semaines avant les championnats d'Europe, avant les championnats du monde, avant les Jeux Olympiques, quel est mon niveau de fatigue ? Deuxième étape, eh bien, ça a été d'identifier toutes les méthodes qui permettent de diminuer ce niveau de fatigue sans modifier le niveau de condition physique. On a parlé de la manipulation des paramètres de l'entraînement. On divise tout par 2 comme module de départ, comme stratégie de départ, mais après on a vu qu'il fallait ajuster éventuellement. Et puis il y a toutes les méthodes de récupération. Et ces méthodes de récupération, nous on a ciblé toutes celles qui jouent sur la qualité du sommeil. On viendra éventuellement sur l'importance et le rôle du sommeil. Les athlètes de haut niveau ont un sommeil qui est généralement de qualité très modérée, on va dire, à cause de leur activité, de la quantité d'entraînement, mais aussi de l'anxiété qui est associée à leurs objectifs de compétition. Donc, on a utilisé différentes méthodes dont on pourra reparler, qui utilisent le froid, qui utilisent des matelas un peu spécifiques, thermorégulants, qui utilisent l'éducation, tout simplement, de l'immersion en eau froide ou de l'immersion en eau chaude, pour ceux qui préfèrent, comme des saunas ou des jacuzzis, etc. Donc, on a testé différentes méthodes pour voir quelles étaient les doses les plus efficaces pour améliorer le sommeil et, ce faisant, accélérer leur récupération. Troisième étape, eh bien, les athlètes de haut niveau, comme n'importe qui, eh bien, c'est toujours très difficile d'adopter de nouvelles habitudes et de changer de comportement. Pour eux, les 2 à 3 dernières semaines, avant les grands événements, c'est toujours une période hyper stressante. Et la stratégie qu'ils utilisent, ils ont souvent mis des années, par essai-erreur, à la mettre en place. Donc, modifier cette démarche avant des championnats du monde ou avant les Jeux Olympiques, on peut imaginer que pour eux, c'est très compliqué. Donc, dans ce projet, il y a également eu toute une phase d'accompagnement individuel, comme on peut l'avoir avec des patients, par exemple, qui veulent adopter des habitudes de vie favorables pour la santé. Eh bien, pour eux, il y a eu tout ce travail d'éducation et d'accompagnement pour les aider à adopter de nouvelles habitudes lors de ces 2 à 3 dernières semaines avant les grandes compétitions internationales. Donc voilà quelles ont été les 3 grandes étapes du projet d'idée. Celle sur laquelle je vais insister un petit peu plus, parce qu'elle va me permettre de faire le lien après avec notamment les personnes qui souffrent de maladies chroniques, c'est l'outil que l'on a développé pour estimer le niveau de fatigue. On l'a développé, alors nous, bien sûr, on s'appuyait sur des études scientifiques, mais après, la façon de le présenter, on l'a développé avec les entraîneurs et quelques nageurs, pour avoir un outil qui leur parle et qui est simple au premier coup d'œil. Qu'est-ce que l'on a ? Alors, je vais essayer de retrouver la souris à nouveau. Voilà. Ici, vous avez le niveau de fatigue général, le profil général, vous voyez, qui peut être vert, orange ou rouge. Et en dessous, vous avez les éléments sur lesquels on s'appuie pour définir ce niveau de fatigue.
Ça peut être donc le profil de sommeil, le profil psychologique, neuromusculaire ou le profil cardiaque. Et à chaque fois, il y a différents types de mesures très simples qui sont utilisées. Donc là, typiquement, vous voyez dans cet exemple, le niveau de fatigue, il est intermédiaire, c'est orange. Et si on regarde au-dessous, qu'est-ce qui explique ce niveau de fatigue? Ben là, très clairement, c'est une problématique de sommeil. Pour d'autres, ça peut être une problématique d'anxiété, ou ça peut être 2 ou 3 des catégories que vous avez en dessous. Et ensuite, si l'entraîneur veut aller plus loin, eh bien, il va dans les annexes, et là, ce sont les petits documents que vous avez à côté, où il a tous les détails qui expliquent le code couleur ou la couleur de la première page. Donc cet outil, on l'a développé donc avec les nageurs, bien sûr, le reporting, la présentation, on l'a développé avec les entraîneurs pour que ce soit simple. Maintenant, en quoi ce type d'outil peut être utile pour monsieur et madame tout le monde et pour les citoyens de façon générale? Donc là, ça va nous faire basculer finalement de la médaille aux patients, puisqu'on va parler on va parler un peu plus là de maladies chroniques. On va mettre l'emphase un peu plus sur le cancer, vous verrez après. Donc, je ne vais pas revenir sur l'intérêt de l'activité physique dans la prévention des maladies chroniques, que ce soit pour éviter la maladie ou pour éviter les conséquences de la maladie une fois qu'on l'a développée. Ça, c'est assez bien établi. Et puis, ça a été rappelé encore récemment, c'était 2020, par l'Organisation mondiale de la santé dans ses recommandations. Je vais plutôt insister sur la prise en charge des patients par les professionnels de l'activité physique adaptée, donc qui souvent sont des enseignants en activité physique adaptée, mais à l'occasion, ça peut être les kinés aussi, qui occupent cette fonction, notamment dans des établissements de soins de suite. Que l'on soit avec des patients ou avec des athlètes, le point commun, c'est qu'on part des facteurs vraiment qui déterminent la performance. La performance, elle peut être différente. Pour Léon Marchand, ça va être de gagner, éventuellement battre le record du monde du 400 mètres 4 nages. Et puis, pour une personne qui souffre d'hypertension ou d'insuffisance cardiaque, la performance, ça va être juste d'être au quotidien, d'être capable de profiter malgré tout de la vie, de se balader, etc. Donc, vous voyez bien que la performance, on peut la décliner de façon complètement différente. Que ce soit l'entraîneur ou le professionnel de l'activité physique adaptée, eh bien, on va partir des facteurs qui déterminent cette performance ou des cibles thérapeutiques quand on parle de maladies chroniques. Et c'est ça, vous voyez, qui va permettre de définir les objectifs d'entraînement ou de réadaptation. Et une fois qu'on a défini ces objectifs, eh bien, on choisit les exercices. Et ces exercices, ça va être le type d'exercice, la quantité, l'intensité, etc. Et tout cela va constituer la dose d'activité physique. Et souvent, on s'arrête là. La plupart du temps, tous les patients ont la même dose. La seule individualisation qu'il y a, eh bien, c'est l'intensité. On fait un test pour ajuster l'intensité. Mais tout le monde a la même dose. Or, ce que nous montre le sport de haut niveau, c'est que justement, il n'y a pas de dose unique qui permet d'avoir de bons résultats et que ça va dépendre énormément des individus. Ce qui est vrai en sport, c'est vrai également chez les patients. Les travaux de la recherche qu'on mène au laboratoire et qui sont menés aussi par d'autres collègues un peu partout en France ou à travers le monde montrent très clairement que chez certains patients, ça va plutôt être des exercices à plus basse intensité qui vont être efficaces. Chez d'autres, ça va être des exercices à haute intensité. Chez d'autres, ça va plutôt être du renforcement musculaire, seul ou combiné à des exercices plutôt cardiovasculaires. Donc vous voyez que les modalités qui permettent finalement d'être efficaces, elles varient beaucoup d'un individu à l'autre. Donc c'est là qu'on voit que les professionnels de l'activité physique adaptée ont besoin d'être outillés pour voir comment on s'adapte à cette dose, afin ensuite de choisir la dose optimale pour chacun d'entre nous.
Et les outils tels que ceux que l'on développe dans le cadre de d'IDEA, mais pas seulement, dans d'autres études également, eh bien, ce sont des outils qui peuvent être utilisés par les professionnels dans ce cadre-là. On peut l'illustrer avec le cancer. Alors à nouveau, je ne vais pas revenir sur l'intérêt de l'activité physique et de l'exercice de façon générale, en prévention primaire et secondaire des différents cancers, enfin de la plupart des cancers, pas tous. On va plus parler à nouveau de la prise en charge des patients qui souffrent du cancer. Un dénominateur commun, surtout quand ils sont traités par chimio ou radiothérapie, ça va être le niveau de fatigue majeur auquel ils doivent faire face, ce qui est une des conséquences, les nombreuses conséquences des traitements qui sont utilisés. Dans cette étude, qui certes date, mais qui est toujours une référence malgré tout, eh bien, les auteurs se sont intéressés justement à la fatigue chez les personnes qui souffrent du cancer. Et vous voyez les statistiques, 78% considèrent que ça affecte leur quotidien, 61% que ça affecte plus leur vie que la maladie en tant que telle, cette fatigue induite par les traitements. Et puis, quels sont les aspects de la vie les plus affectés ? Vous voyez, ça peut être la capacité de travail, le bien-être, les activités sociales ou l'intimité. Et dans cette enquête, eh bien, 12% déclaraient vouloir mourir tellement leur niveau de fatigue était important. Donc on peut le comprendre. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir en parallèle ce que pensent les professionnels qui travaillent avec ces patients. Et vous voyez que pour seulement 26% de ces professionnels qui au quotidien sont avec les patients, eh bien, pour eux, la fatigue, effectivement, des patients affecte plus la vie que le cancer. 26%, c'était 61% pour les patients. D'accord ? Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il manque d'empathie, etc. Toutes ces personnes, elles sont à l'écoute. Mais ce décalage qui est très important, il tient probablement en grande partie au fait que beaucoup de patients considèrent que la fatigue, c'est un processus normal. On sait que quand on va faire une chimio, une radio, on va être très fatigué, donc on ne s'en plaint pas forcément. Et pour le coup, les professionnels n'ont pas de retour, de mesure, et ont de la difficulté à adapter et à ajuster leur contenu pour suivre au mieux la progression des patients. Quelles vont être les conséquences si on ne prend pas en compte ce niveau de fatigue ? Vous voyez, on va modifier nos habitudes de vie parce que bien sûr, quand on est épuisé, on a moins envie de bouger, on a plus envie de se reposer. On va donc diminuer notre dépense énergétique, on va avoir éventuellement un déconditionnement physique, c'est-à-dire perdre un peu en masse musculaire, perdre un peu en force, et puis là vous voyez l'effet boule de neige, donc on va de moins en moins bouger, et tout ça peut mener à la perte d'autonomie. Donc on voit que ne pas prendre en compte la fatigue dans la prise en charge de ces patients, eh bien ça peut avoir des conséquences qui sont vraiment très importantes. Pour lutter contre cette fatigue, eh bien, une des méthodes les plus efficaces, c'est de bouger. C'est ce qui a été montré dans cette méta-analyse d'Oberoi et de ses collaborateurs. Alors, ici, sur ce graphique, quand vous avez 0, ça veut dire que le fait d'avoir une activité physique d'endurance, de force ou de combiner les deux, ça n'a pas d'effet sur la fatigue. Quand c'est au-dessus de 0, ça veut dire que là, ça augmente la fatigue. Et quand c'est en dessous, ça veut dire qu'on a une diminution de notre fatigue perçue. Et là, on voit que dans les 3 cas, chez ces patients qui souffrent du cancer, eh bien, l'activité physique permet de diminuer la fatigue. Donc, une des méthodes les plus efficaces, c'est de bouger. Et pas bouger n'importe comment, puisque d'autres études montrent très clairement qu'il y a ce que l'on appelle une relation quantité-bénéfice entre l'intensité et les bénéfices qu'on peut avoir. Si l'intensité n'est pas assez élevée, on aura peu d'impact sur la fatigue. Si elle est trop élevée, on aura peu d'impact non plus, parce que certes, on va progresser, mais comme on aura un niveau de fatigue important qui va s'ajouter à un niveau de fatigue déjà majeur, au total, ça ne sera pas positif. Et vous voyez, c'est entre les deux, finalement, que les bénéfices sont les plus importants. Donc, il faut être capable de bien placer le curseur. Mais vous voyez que chez ces patients,
La problématique, c'est la même que pour Léon Marchand. Léon Marchand, c'est quelqu'un qui doit s'entraîner au moins 2 fois par jour, qui a un niveau de fatigue cumulé qui est toujours très important et qui, malgré tout, au quotidien, doit toujours refaire des exercices à haute intensité ou à une intensité assez élevée pour espérer être performant. Et puis, à côté de cela, eh bien, justement, il y a des équipes comme nous qui les accompagnent pour estimer ce niveau de fatigue et puis mettre en place des stratégies qui permettent de récupérer ou d'ajuster l'entraînement pour ne pas qu'il soit trop épuisé. Eh bien, la problématique, c'est exactement la même pour ces patients qui souffrent du cancer. Un niveau de fatigue majeur. Pour espérer, malgré tout, vivre avec ou le diminuer, il faut quand même faire de l'activité physique à haute intensité. Et pour que ce soit efficace, eh bien, il faut que les professionnels sachent estimer le niveau de fatigue cumulé de ces patients pour adapter leurs recommandations, soit en termes de quantité d'entraînement, soit tout simplement aussi en utilisant des méthodes de récupération comme celles sur lesquelles on travaille dans le cadre de projets comme d'idées ou dans le cadre d'autres projets. Donc vous voyez, de la médaille aux patients, en fait, chaque patient devrait être considéré comme un sportif de haut niveau et on devrait appliquer exactement les mêmes règles, les mêmes outils, parce que l'objectif final c'est le même, c'est qu'on veut toujours être en mesure d'utiliser notre potentiel, tout simplement. Peu importe que ce soit pour gagner une médaille olympique ou que ce soit pour toujours prendre du plaisir à aller se balader dans la forêt ou dans un parc ou peu importe. Donc voilà pour cette première partie sur justement les transferts que l'on peut faire, des outils que l'on développe dans le cadre de projets comme d'idées, avec des athlètes de haut niveau, vers les citoyens de façon générale. La deuxième partie, je vous propose un vrai ou faux. Donc là, j'ai mis quelques idées reçues. Vous les regardez, et puis vous choisissez les 3 que vous préférez. D'accord ? À main levée, je reprendrai question par question, et on verra celles que vous souhaitez que j'aborde. Vous avez fait votre choix ? Alors, je vais coter grossièrement, ça ne sera pas forcément précis, donc j'espère que les choix vont être marqués. Première question, si je suis malade, je souffre d'une maladie chronique, peu importe, et que je bénéficie d'un traitement à base de médicaments, je n'ai plus besoin de faire d'activité physique. Alors levez la main, celles et ceux qui souhaitent qu'on aborde ce point. C'est clair, là, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. 10 minutes d'activité physique par jour ne servent à rien. Ouais, je dirais qu'il y a une trentaine, à peu près, un peu moins. D'accord. Il ne faut pas faire de sport après 60 ans. Moi, j'ai répondu un peu. Alors pour moi, on a la 2. Faire du sport le soir perturbe le sommeil. Ah bon, là, ok, ce sera certainement la première que l'on va aborder. 4.2. L'activité physique permet de compenser les conséquences de la sédentarité. Ah, ok, d'accord. Donc ça vient en deuxième. On a sommeil, celle-ci, et puis 10 minutes. Et enfin, le sport rend intelligent. Alors, globalement, ce que j'ai vu, le premier, c'est donc faire du sport le soir perturbe le sommeil. Ensuite, c'est la sédentarité. Et puis, après, c'était à peu près les deux mêmes, 10 minutes, ou le sport rend intelligent. Donc, on verra, arrivé là, s'il nous reste du temps, on fera un vote rapide pour voir entre les deux ce que vous choisissez. Alors, on va donc commencer par la 4, donc le sommeil. Déjà, de quoi parle-t-on ? Eh bien, par définition, d'après vous déjà, avant de commencer, levez la main, celles et ceux qui pensent que faire du sport le soir perturbe le sommeil. Ah, on a 2/3, on va dire. D'accord. Alors, le sommeil, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, par définition, le sommeil, c'est un état qui est réversible, de repos et de perte de conscience,
et qui est rythmé par des sécrétions hormonales, on va voir, et par la température. La température joue un rôle vraiment très important dans le fait de pouvoir s'endormir et de rester endormi. À partir du moment où on s'endort, c'est la phase 1, c'est ce qu'on appelle le temps de latence ou la latence d'endormissement. Eh bien, vous voyez, on va distinguer différentes phases. La seconde phase, une fois qu'on s'est endormi, c'est la phase de sommeil lent, léger. La troisième, c'est la phase de sommeil lent, profond. C'est essentiellement au cours de cette phase que l'on va récupérer physiquement, parce qu'on va libérer les hormones qui nous permettent justement de réparer, de reconstruire, etc. Ensuite, on a le sommeil paradoxal, qui lui va plutôt avoir un impact sur tout ce qui va être cognitif. Et puis ensuite, eh bien, on a une phase de latence entre deux cycles, d'accord, de transition entre deux cycles. On peut éventuellement se réveiller et se rendormir tout de suite, ou se réveiller et rester éveillé. Et puis on enchaîne comme ça plusieurs cycles au cours de la nuit. Alors il y a des recommandations sur la quantité et la qualité du sommeil. Généralement, ce sont les deux grandes dimensions qui nous intéressent. La plus importante, c'est la quantité. Et pour une même quantité, le sommeil peut être plus ou moins réparateur selon sa qualité. Donc on va y revenir. La quantité, là je vous ai mis les normes utilisées actuellement. Donc, vous les avez sous les yeux, ça se passe de commentaires. Forcément, quand on a un bébé, on a besoin de beaucoup de sommeil. Et puis, vous voyez qu'au fur et à mesure où on vieillit, eh bien, ça se décale. Et alors, je ne sais pas si c'est qu'on a besoin de moins ou si c'est que de toute façon, on dort moins. Mais en tous les cas, on va dire que les nuits sont plus courtes au fur et à mesure où on vieillit. Ça, c'est pour la quantité, qui est vraiment un élément central. Ensuite, il y a la qualité. Vous avez sous les yeux un hypnogramme qui vous présente les différentes phases du sommeil au cours de la nuit. Donc vous voyez, N3, c'est le sommeil lent profond. Donc là, la petite figure à côté ici, ça vous montre le dispositif qui est utilisé pour évaluer cela. C'est ce qu'on appelle une polysomnographie. Donc vous êtes branché de partout, ce qui généralement vous empêche de bien dormir. Mais bon, c'est comme cela. Et on a ce type de graphique. Donc là, vous voyez, c'est le sommeil lent profond qui vous permet de récupérer physiquement. Et on voit qu'il apparaît surtout au début de la nuit, dans les 3 à 4 premières heures. Et après, il y en a beaucoup moins, pour ne pas dire il n'y en a plus du tout. À l'inverse, le sommeil paradoxal, on le trouve tout le temps, mais on voit que c'est surtout quand même en deuxième partie de nuit où il va être un peu plus important. Et puis, pour chacune de ces phases, on a des normes aussi, comme pour la quantité. Donc vous voyez, le temps de latence pour s'endormir, on considère généralement qu'il faut mettre moins de 30 minutes. Si on met plus de 30 minutes à s'endormir, ça doit attirer notre attention sur un éventuel problème. Ensuite, le sommeil lent profond, vous voyez, c'est à peu près 25% de la nuit. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on évalue deux aspects, la quantité et la qualité du sommeil. Alors, qu'est-ce qui va se passer si éventuellement vous dormez mal quand on a des troubles du sommeil, quelles peuvent être les conséquences? Alors, ce n'est pas exhaustif, mais vous en avez quelques-unes, voyez, sous les yeux. Donc, ça peut altérer certaines fonctions cognitives complexes, quand on a une privation de sommeil plus ou moins importante, notamment sur la prise de décision, ou sur les rapidités de prise de décision. On peut avoir des modifications de prise alimentaire. Quand on dort peu, on va avoir tendance à vouloir consommer plus de graisse et plus de sucre, par exemple. Ensuite, on peut avoir des conséquences, bien sûr, sur la réparation des dommages musculaires et sur notre récupération physique, puisqu'on a vu que le sommeil lent profond, c'était un de ses rôles, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que la privation de sommeil, ça a quand même un certain nombre de conséquences. Alors, qu'est-ce qui peut faire, éventuellement, qu'on va avoir des difficultés pour s'endormir et pour bien dormir, soit suffisamment en quantité, soit avoir une bonne qualité. Vous voyez, là, il y a plusieurs éléments. On va retrouver les rythmes circadiens, c'est-à-dire que parmi vous, il y en a très certainement qui sont du matin. Donc, ils vont se coucher tôt. Par contre, ils vont se réveiller hyper tôt. Il y en a d'autres, c'est l'opposé. Ils vont se coucher très tard et ils ne pourront pas se coucher à 10 heures, mais plutôt à 1 heure, 2 heures.
et ils se réveilleront beaucoup plus tard. Donc on a déjà des profils. Ensuite, on va retrouver la nutrition. C'est sûr que si vous consommez de la caféine, eh bien, ça va perturber la qualité et la quantité de sommeil. L'anxiété, le stress, bien sûr, la rumination, ça va jouer. Et on trouve, à la fin, effectivement, le fait de faire du sport à une heure tardive. À titre d'exemple, les sportifs de haut niveau, je parlais tout à l'heure du rugby, mais c'est vrai pour tous les sports co, quand ils ont un match à 8h, 9h le soir, qu'on regarde à la télé, après le match, eh bien, ils ne s'endorment pas avant 3h, 4h du matin. Et quand ils sont en déplacement, donc ce n'est pas tout le monde qui prend l'avion, hein, la plupart du temps, ils ont un minibus ou un bus qui peut être un peu mieux aménagé, mais bon, eh bien, vous imaginez que déjà, ils ne se seraient pas endormis avant 3-4 heures chez eux, mais en plus, ils sont en déplacement dans un minibus, donc ils font quasiment 1 heure, 2 heures de sommeil dans la nuit qui suit le match. Donc, faire du sport le soir, ça peut avoir des conséquences. Alors pourquoi ? Bien, pour s'endormir, vous voyez qu'il y a 2 conditions à respecter. Enfin, la première, c'est ce qui est ici, sleep propensity. En fait, c'est la pression de sommeil. Si je fais rien la journée, je ne suis pas fatigué, c'est sûr que je vais avoir du mal à trouver le sommeil. Et ensuite, il y a 2 conditions. Il faut la libération d'une hormone, qui est la mélatonine. Et c'est pour ça qu'on parle d'objets connectés et d'écrans bleus, parce que les écrans bleus bloquent la mélatonine, la libération de mélatonine, et la température. Il faut une diminution de la température de l'ordre de 1,5 degré pour s'endormir. Donc là, on voit bien que le sport, la problématique, ça ne va pas forcément être la mélatonine, bon, sauf si vous êtes sur votre téléphone après pour regarder les autres résultats ou les commentaires, etc. Mais sinon, ça va surtout être une problématique de température. Si je fais un match intense avec beaucoup d'enjeux, je vais être hyperactivé au niveau cérébral, puis surtout, je vais avoir une température élevée. Alors, à partir de là, quelles sont les règles d'or que l'on peut respecter? Puis je vais vous dire également ce que l'on fait avec les athlètes de haut niveau, et notamment l'équipe de France de natation. Donc, dans les règles toutes simples, je dirais, c'est beaucoup de bon sens, parce que je ne pense pas que vous allez découvrir beaucoup de choses sur cette diapo. Vous voyez, il y a la régularité des horaires de coucher et de lever, qui doivent être adaptés à votre chronotype. Si vous êtes du soir, de toute façon, ça ne sert à rien de vous dire « je vais essayer de me coucher à 9h ». Vous n'y arriverez pas. Donc il faut choisir des heures adaptées à son profil et essayer d'être le plus régulier possible. Il faut diminuer l'exposition à la lumière, parce qu'un des synchroniseurs les plus puissants, c'est la lumière, que ce soit pour s'endormir ou pour se réveiller. Il y a des lampes réveil matin, par exemple, c'est vous qui réglez, mais imaginons une demi-heure avant que votre réveil sonne, eh bien, elle commence à augmenter un tout petit peu la luminosité. Et comme la lumière, c'est un synchroniseur très puissant, votre cerveau, ça y est, il commence finalement à se réactiver tranquillement. D'accord ? Ensuite, il faut un environnement calme, sombre et tempéré par rapport à la température. L'alimentation, il y a des aliments qui favorisent l'endormissement, notamment tous ceux qui contiennent du tryptophane. C'est un acide aminé qui permet de synthétiser la fameuse sérotonine qui facilite aussi l'endormissement. Donc on va en retrouver dans les fruits secs, dans la banane, dans le poulet, faut regarder sur internet aliments tryptophane et vous verrez finalement là où il y en a et là où il n'y en a pas. La détente cérébrale, c'est vrai que souvent on recommande d'arrêter de bosser ou de se relaxer au moins 1 heure avant l'heure de coucher prévue. Vous voyez, c'est que du bon sens. Et puis, quand vraiment on a des nuits très courtes, perturbées, il ne faut pas se dire « ça va être la galère encore ». Non, ce qui est important pour le sommeil, ce n'est pas seulement la nuit, c'est sur 24 heures. Donc, si j'ai moins dormi, j'ai un cycle en moins la nuit qui précède, mais que je réussis à faire une sieste de 30, 40 ou 50 minutes, eh bien, ça compensera en partie. Donc, c'est vraiment à l'échelle des 24 heures qu'il faut voir la quantité de sommeil. Donc, le sport, oui, par l'impact sur la température, ça peut retarder l'endormissement. Et c'est pour ça que nous, on utilise, par exemple, des méthodes qui permettent de jouer sur la température.
les athlètes, eh bien, on leur propose d'aller dans la chambre de cryostimulation, donc une chambre à moins 110 degrés, pendant 3 minutes, juste avant d'aller se coucher. Donc il y a toute une logistique, hein. Quand on est avec l'équipe de France de natation, ça ne se fait pas simplement, mais c'est cela. Et on fait ça sous forme de cure de 5 jours, parce qu'on a pu voir que le faire une fois, ça ne sert à rien. Le faire 5 fois, 5 jours consécutifs, on a un effet cumulatif, et après là, c'est vraiment efficace. On a comparé le fait de faire l'exposition le matin, le soir après l'entraînement ou le soir avant de se coucher. Et ben c'est le soir avant de se coucher qui fonctionne. Okay. Donc on peut faire, si on a de la cryo, une cryo, mais sinon ça peut être une douche froide, ça peut être un bain froid. Il y en a, j'entends les remarques, il y en a qui détestent le froid. Ben, c'est pas grave, on utilise le chaud. Le mécanisme est différent. Le froid, eh bien, ça va baisser votre température. Donc là, vous allez vous coucher tout de suite après. Vous avez cette condition qui est respectée. Le chaud, ben là, le chaud, en fait, on ne va surtout pas faire un jacuzzi juste avant de se coucher. Mais on va le faire peut-être 1 heure ou 2 heures avant, parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait un jacuzzi? Eh bien, notre température, elle augmente, ce qui est l'effet opposé à ce que l'on recherche. Mais puisque ma température augmente, mon organisme va s'adapter pour se refroidir. Donc avant de vous coucher, vous avez 1 heure ou 2 heures avant une température peut-être plus élevée, et vous êtes sur une dynamique vraiment de diminution parce que votre organisme s'adapte pour baisser cette température, et au moment du coucher, ça sera tout aussi efficace. D'accord ? Il y a des oreillers réfrigérants également, mais une bouillotte comme on congèle, ça peut suffire, et quand on entoure d'un linge, par exemple. Nous, on utilise des matelas thermorégulants qui permettent d'absorber l'excès de chaleur pendant plusieurs heures, là où un matelas normal, il va absorber cet excès de chaleur pendant 1 heure, puis après il va être saturé. Donc on utilise différentes méthodes pour justement essayer de contrôler cet aspect lié à la température. Donc voilà pour le sommeil. Vous avez les règles d'or, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est ce qu'on enseigne également aux athlètes. Il n'y a pas non plus on réinvente pas la roue, hein. Et puis, il y a ces outils que vous pouvez utiliser par rapport à la température, et notamment le fait soit de prendre un bain chaud ou une douche chaude, mais un peu avant le coucher, soit pour les plus courageux, une douche froide, et là, on le fait juste avant d'aller se coucher. Alors, je vais passer le micro d'ailleurs, parce que là, on peut échanger. La température externe de la pièce, effectivement, ça joue beaucoup. C'est le microclimat. Donc, c'est sûr qu'entre une chambre qui a 18 degrés et une chambre qui a 28 degrés, ben, ça va tout changer. Et ça va changer quoi, en fait? Ben, notre capacité à nous refroidir. Une chambre qui a 18 degrés, donc là, on peut se refroidir de différentes façons, par conduction. Par conduction, c'est-à-dire qu'on va transmettre la chaleur aux vêtements ou au matelas. Par convection, donc ça va être à l'air environnant. Donc si je suis comme ça, parce que j'ai très chaud, sur le lit, pas de drap, et puis que l'air environnant est à 18, je vais vite me refroidir. Par contre, si l'air environnant est à 28, ben là, je vais beaucoup moins me refroidir, forcément. Donc le microclimat a un rôle, mais on parle plutôt du microclimat pour ce qu'il y a entre le corps et le matelas. C'est à ce niveau-là que ça se joue surtout. D'accord ? Donc la pièce va jouer, mais c'est surtout au niveau de l'espace qu'il y a entre le corps et le matelas. C'est pour ça que des matelas thermorégulants, ou des fois il y a les positions hiver-été, en fait, ça va jouer sur le type du tissu ou l'épaisseur, ou je ne sais pas, mais il y a un côté qui absorbe plus la chaleur et l'autre qui retient plus la chaleur. Après, on ne sait jamais lequel est lequel. mais bon, c'est la logique en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sommeil? C'est clair pour tout le monde? Alors, l'idée reçue suivante, c'était la sédentarité. Donc souvent, on va parler d'inactivité physique et de sédentarité. Pendant longtemps, eh bien, on les a utilisés comme des synonymes, là où en fait, ce sont vraiment deux états très différents.
L'activité physique, eh bien, ça renvoie au fait de dépenser de l'énergie, tout simplement. Donc là, quand on est assis, on a une certaine dépense d'énergie, et c'est votre métabolisme de repos, de base, et tout ce qui va être dépensé, qui est supérieur à ce niveau de base, ça va être de l'activité physique. Donc le fait d'être inactif, en opposition à actif, l'inactivité physique, c'est qu'on a des recommandations à l'échelle de la semaine, on est supposé dépenser tant de kilocalories, eh bien, quand on respecte ce critère, on est considéré comme actif. Quand on ne respecte pas ce critère, on est considéré comme inactif. La sédentarité, maintenant. Donc on va plutôt parler de sédentarité ou de comportement sédentaire. Donc vous avez la définition, vous voyez, c'est une situation d'éveil. Donc quand on dort, on n'est pas sédentaire. Situation d'éveil qui est caractérisée par une très faible dépense énergétique. Donc sous-entendu, inférieure ou égale à votre métabolisme de repos, à votre dépense de base. Et ça peut être en position assise ou allongée. Donc là, typiquement, vous avez un comportement sédentaire. Moi, je suis debout. On pourrait se dire, il est debout, il n'est pas sédentaire. Oui et non. Quand je me lève, qu'est-ce qui se passe? Mon sang tombe dans les chaussettes. Donc ça va déclencher un certain nombre d'adaptations qui vont faire que je vais le repomper pour toujours irriguer le cerveau, pour éviter de faire une syncope. C'est le syndrome des militaires ou à Londres, ceux qui montent la garde, qui restent des heures sans bouger, puis qui tout d'un coup tombent. C'est qu'il n'y a plus assez de sang dans le cerveau. Et rien qu'en tombant, ça y est, ça reperfuse. Mais néanmoins, je me lève, le sang tombe, je vais repomper. Donc momentanément, j'ai des adaptations qui vont me permettre, effectivement, qui vont être positives. Mais si je reste debout et que je ne bouge pas, au bout de 3-4 minutes, ça y est, c'est bon. Je peux être considéré comme sédentaire aussi. Parce que moi, je ne dépense pas beaucoup plus d'énergie que vous, là, en étant juste debout et immobile. Donc voilà, la définition a dit que c'est quand on est assis ou allongé, mais si on reste debout très longtemps sans bouger, c'est la même chose. Alors, la sédentarité, il y a des études qui montrent qu'en moyenne, même si, comme c'est écrit en dessous, ça dépend beaucoup de l'âge, du niveau d'éducation, du type de travail, etc., mais en moyenne, on passe 12 heures par jour en position assise. Et là, vous avez la décomposition, et vous voyez que le travail, on se dit, ouais, mais c'est au travail qu'on est assis, etc., en moyenne, c'est 4 heures. Enfin, un tout petit peu plus que 4 heures. Donc oui, c'est beaucoup, c'est la partie principale, mais il n'y a pas que ça. Ensuite, vous voyez, il y a le temps de transport en commun, voiture, et puis ensuite, vous voyez les autres éléments qui contribuent à la sédentarité. Donc il y a les loisirs, qui peuvent être des loisirs avec écran, sans écran, etc. Donc vous voyez tout ce qui peut contribuer à la sédentarité. En moyenne, 12 heures par jour, bien sûr, ça dépend beaucoup des activités. Quelqu'un qui est bûcheron ou quelqu'un qui a une caisse toute la journée mais qui est debout et qui bouge et qui... là, le temps de sédentarité, il va être très faible. Donc ça varie beaucoup quand même. Quelles sont les conséquences de cette sédentarité? La principale conséquence, comme vous voyez ici, dans cette étude, c'est une méta-analyse qui évalue le risque soit de mortalité prématurée, soit de maladie chronique chez les personnes qui sont sédentaires. Quand le risque il est de 1, c'est normal. Quand on est au-dessus de 1, ça veut dire que le risque est plus élevé. Et quand on est en dessous de 1, c'est que le risque est moins élevé. Mais vous voyez, ça se passe de commentaires. Qu'il s'agisse de la probabilité de développer du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires ou de décéder d'une maladie d'origine cardiovasculaire ou d'une mortalité toute cause, le risque est toujours augmenté quand on est sédentaire. Donc, la sédentarité a des conséquences néfastes, c'est évident, au moins à long terme, on va voir après sur le court terme. Est-ce que l'activité physique permet de compenser? En gros, est-ce que si vous êtes assis toute la journée, mais que le soir, vous vous dites, allez, là, je vais avec mes amis, et puis on marche pendant 1 heure, on va faire du vélo, on va jouer au paddle, ou ce que vous voulez, est-ce que ça va suffire à compenser le fait que toute la journée, vous êtes resté en position assise?
Dans cette étude, qui a été publiée il y a quelques années, mais qui répond à la question et qui concerne plus de 17 000... Enfin, il y avait beaucoup de monde. C'était plusieurs milliers. J'ai plus le nombre exact, donc je préfère pas vous le dire. Mais c'était plusieurs milliers de personnes. Eh bien, c'était 17 000 de mémoire quand même. Ils ont évalué le risque de mortalité toute cause en fonction du temps passé en position assise chez deux catégories de personnes. Celles qui étaient inactives, donc qui à l'échelle de la semaine n'atteignent pas les recommandations, et celles qui étaient actives, qui atteignent les recommandations. On va commencer par la partie de gauche. Vous voyez, chez celles et ceux qui sont inactifs, on voit que plus le temps passé en position assise, plus c'est foncé, plus on passe du temps. Vous avez l'échelle ici, d'accord ? Plus on passe de temps en position assise, plus le risque de mourir de maladie d'origine cardiovasculaire est important. C'est quasiment une relation linéaire. Est-ce que le fait de faire de l'activité physique compense ? Là, on regarde la figure de droite. On voit que globalement, le risque, il est diminué considérablement. Donc déjà, c'est un impact positif, le fait d'être actif. Mais on a toujours, quand même, vous voyez, ce lien, il est moins important, mais il y a toujours un lien, plus ou moins linéaire, entre le temps passé en position assise et le risque de mortalité d'origine cardiovasculaire. Donc, oui, l'activité physique permet de diminuer le risque, mais elle ne permet pas de compenser complètement. C'est pour ça que les étudiants que l'on forme, on leur dit « Ok, vous êtes des professionnels de l'activité physique, mais on ne doit pas se limiter à cela. Ça doit être des recommandations, certes, pour l'activité physique, mais aussi des recommandations sur le fait de rompre la sédentarité et d'essayer d'avoir un comportement le moins sédentaire possible pour être sûr de jouer sur les deux dimensions. » Donc, sur ce risque de développer des maladies chroniques ou de mortalité prématurée, eh bien, c'est important, si on est sédentaire, de faire de l'activité physique, clairement, mais ça ne suffit pas. Il faut trouver des stratégies pour essayer d'être assis un peu moins, soit rompre la sédentarité, toutes les heures, se lever 5 minutes, bouger, etc. Il y a différentes stratégies, on va y revenir, mais voilà. Si. Et puis une heure après, on se relève à nouveau, mais cette fois-ci pour aller aux toilettes, pour le verre d'eau, ça fonctionne. Ça, ce sont les conséquences à long terme. Mais on a aussi des conséquences à court terme de la sédentarité. Comme je vous disais tout à l'heure, en répondant à la première question, eh bien, quand on est assis et qu'on fait une tâche complexe, qui peut être devant un écran, donc là je vous ai mis des exemples, là ce sont des gamers, donc de l'e-sport, ils utilisent, il y a une intensité cognitive qui est majeure chez les professionnels de l'e-sport, mais ça peut être aussi quand on fait des tâches complexes devant un ordinateur au boulot, ça peut être des tâches complexes sans ordinateur, peu importe, mais quand on est en position assise, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, eh bien, on va moins perfuser le cerveau. Or, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de réserve de glucose, donc pour amener du glucose et de l'oxygène au cerveau, eh bien, ça ne peut venir que par le sang. Donc si à un moment on a de la difficulté à réguler notre pression artérielle pour toujours perfuser le cerveau, forcément notre cerveau il va être un peu moins efficace. Soit on va faire plus d'erreurs, soit on va avoir du mal à se concentrer, prendre de mauvaises décisions, c'est l'ONU en bas, le Conseil de sécurité de l'ONU, soit éventuellement avoir de la difficulté à rédiger un article, un livre ou peu importe. Alors, quelles sont les pistes que l'on a ? On peut utiliser l'activité physique à nouveau pour rompre la sédentarité et reperfuser le cerveau. Alors, une des stratégies qui est souvent utilisée, ce sont les pauses actives. Ça fonctionne très bien. Souvent, ce sont des pauses de 2 minutes, 3 minutes. On commence par des exercices respiratoires pour peut-être libérer l'anxiété, des choses comme cela. Et puis après, des exercices un peu plus actifs, où finalement on réactive la pompe, on reconsomme un petit peu d'énergie, on se relance, et puis après, c'est reparti. Ensuite, il y a les vraies fausses bonnes idées que l'on a ici. Là, on se dit, ok, oui, on fait de l'activité physique pendant qu'on travaille. Ça peut être efficace, tant qu'on fait des tâches qui sont simples. Parce que
on imagine bien que le fait de pédaler, ce n'est pas automatique. Ça nécessite des ressources de concentration. Donc ce que vous allez utiliser pour vous concentrer, pour pédaler, ça sera ça en moins pour votre tâche cognitive. Donc si c'est une tâche cognitive simple, il n'y a pas de problème, la somme des deux ne dépasse pas votre capacité. Si c'est une tâche cognitive complexe, la somme des deux, il est probable qu'à un moment, ça dépasse votre capacité, et là, ce que fait le cerveau, il ne va pas diminuer un peu les deux, c'est tout ou rien. Soit vous arrêtez de pédaler, vous en rendez même pas compte, soit vous faites n'importe quoi sur votre tâche cognitive et vous en rendez plus compte aussi non plus, parce que votre cerveau il est focalisé sur la seconde tâche. D'accord ? Donc, le fait de pédaler, ça a un coût en attention, et vous imaginez bien le fait de marcher devant son bureau, c'est encore pire, parce que là va s'ajouter l'attention que ça nécessite pour ne pas tomber, etc. Donc là, c'est clairement la vraie fausse bonne idée. Donc, pourquoi pas, à condition d'avoir des tâches basiques. Ensuite, c'est une problématique à l'école. Les enfants qui ont besoin de bouger tout le temps, le fait de les laisser assis sur de longues périodes, ça a un impact aussi pour eux sur leurs apprentissages, parce qu'ils perfusent moins le cerveau. Donc là, maintenant, ça se développe quand même de plus en plus. Il y a encore 5-6 ans, c'était de l'innovation. Maintenant, quand même, beaucoup moins. Mais vous voyez, il y a les classes actives avec des mobiliers debout. Et les mobiliers, ils peuvent être debout, mais ils peuvent être assis, parce que vous voyez, les sièges sont adaptés. Donc je peux être assis, je peux avoir une jambe dans le vide, je peux bouger mes jambes, me lever, me rasseoir, je fais toujours mes tâches. Ce sont des mobiliers aussi qui facilitent l'interaction. Ou par exemple, on peut avoir une table ronde derrière, et quand il y a un exercice par groupe, tout le monde se retrouve autour de la table, et puis ensuite je reviens à mon bureau qui est peut-être plus bas, etc. Donc ces mobiliers, c'est très intéressant. Et la recherche montre que ça n'améliore pas les résultats, on n'est pas meilleur à l'école, mais on n'est pas moins bon, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais voilà, si on bouge tout le temps, on est moins concentré, etc. Non, pas du tout. Donc on n'est ni meilleur ni moins bon. Par contre, il est montré que ça a un impact positif sur l'ambiance de la classe. Et ce qui, à court, moyen terme, peut avoir probablement un effet positif sur les apprentissages aussi. C'est la même chose pour l'entreprise. Souvent, on a des mobiliers qui ne sont pas adaptés, et il y a des expérimentations qui sont réalisées. Là, c'est un programme néerlandais qui s'appelle la fin de la position assise, The End of Sitting. Et vous voyez, ce sont des designers. Ils ont mis plein d'espaces très originaux où on peut adopter toutes les positions que l'on veut. On peut être à plat ventre, sur le dos, sur le côté, assis, debout, incliné, comme on veut. Donc, c'est un espace à l'intérieur duquel ils font des travaux de recherche, et leurs conclusions, ce sont les mêmes que pour les enfants. On n'est pas meilleur, mais on n'est surtout pas moins efficace. C'est la même chose. Par contre, on a un sentiment d'appartenance quand l'employeur, finalement, investit dans ce type de solution qui va être beaucoup plus développé. On a des interactions qui vont être plus développées. Donc, ça ne joue pas directement sur l'efficacité, mais ça peut avoir un impact indirect. Donc, vous voyez que la sédentarité, si je conclus par rapport à cela, ses effets à long terme sur la santé cardiovasculaire, métabolique, etc., ils sont réels, il y a de vraies conséquences qu'on peut compenser en grande partie, mais pas complètement, par l'activité physique. Ça veut dire qu'il faut trouver des stratégies pour rompre cette sédentarité. Et puis enfin, à court terme, ça a un impact, notamment sur nos fonctions cognitives. Et là, vous voyez également, on peut faire de l'activité physique, les fameuses pauses actives, et il y a d'autres dispositifs également qui nous permettent finalement de rompre de cette sédentarité et de limiter l'impact négatif que ça peut avoir sur notre cerveau quand il fonctionne. Donc voilà pour cette question autour de l'activité physique et de la sédentarité. Alors, la dernière... il fallait choisir entre 2 de mémoire. Entre 2 et 6. Alors, on fait un vote rapide. Qui choisit... Enfin, levez la main, celles et ceux qui préfèrent la 2. Donc, 10 minutes d'activité physique par jour ne servent à rien.
Ok, un peu moins que tout à l'heure. Donc la 6, le sport rend intelligent. Bon. Allez, let's go. On va terminer sur une bonne note comme ça. Alors, est-ce que le sport rend intelligent? Alors déjà, bon, définir l'intelligence, moi je ne suis pas psychologue, je ne vais pas m'y aventurer. Il y a différents types d'intelligence, hein, l'intelligence fluide, cristallisée, etc. Bon, différents types d'intelligence. Et il y a différentes fonctions cognitives qui vont contribuer justement à ces différentes formes d'intelligence. Il y a des fonctions en particulier qui sont particulièrement importantes. C'est ce que l'on appelle les fonctions exécutives que vous avez ici. Ces fonctions exécutives, de quoi s'agit-il? Eh bien déjà, elles sont situées dans le lobe préfrontal du cortex, juste sur le devant, finalement, de votre crâne. Et on va retrouver, par exemple, la mise à jour de la mémoire de travail. Vous faites une activité, et puis là, il y a une personne à côté de vous qui vous dit bah, tiens, tu penseras, je ne sais pas, tout à l'heure à faire ceci. Bon. Et puis vous l'avez entendu, vous dites oui, et puis 10 minutes après, en fait, vous l'avez complètement oublié. Vous n'avez pas mis à jour, finalement, votre disque dur, et puis l'information, elle n'a pas été stockée. Donc ça, c'est la mémoire de travail. Ensuite, on a l'inhibition. L'inhibition, eh bien, ça fait référence souvent au comportement automatique. Par exemple, là, je marche, c'est automatique. J'ai un câble, là, ici. Eh bien, je dois inhiber cette commande motrice pour en programmer une autre qui va être d'enjamber le câble pour ne pas tomber. De la même façon, vous arrivez au feu, vous avez le pied sur la pédale sur l'accélérateur, ça passe au orange, j'inhibe cette commande pour freiner. D'accord? Ça dépend qui traverse et si c'est quelqu'un qu'on apprécie ou pas. Et puis enfin, il y a la flexibilité. Donc là, c'est le fait d'être multitâche. On peut passer d'une tâche à une autre comme ça très rapidement et être efficient. Donc, mémoire de travail, inhibition, flexibilité, ce sont les principales fonctions exécutives et elles jouent un rôle très important dans les apprentissages, que ce soit des apprentissages moteurs ou des apprentissages cognitifs qui éventuellement vont contribuer à l'intelligence. Qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'activité physique? Eh bien, l'activité physique va induire un certain nombre d'adaptations, quelle que soit l'activité physique, que ce soit cardiovasculaire ou neuromusculaire, donc du renforcement. Qu'est-ce qu'on va voir comme adaptation? Déjà, ici, il va y avoir ce que l'on appelle, je souris, à gauche, voilà, ce qu'on appelle la synaptogénèse, c'est-à-dire qu'on va avoir un réseau de neurones qui va être un peu plus important. On va également améliorer la neurotransmission, c'est-à-dire la communication entre ces neurones avec les petites molécules. Soit elles vont être plus nombreuses, soit les neurones vont être plus sensibles. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle l'angiogenèse, c'est-à-dire qu'on va percer de nouveaux capillaires, en fait de nouveaux canaux, pour irriguer ou mieux irriguer les zones du cerveau qui nous intéressent. D'accord? Donc le fait de faire de l'activité physique, eh bien, ça peut induire ce type d'adaptation. À partir de là, eh bien, en fonction de l'âge, on va avoir des conséquences qui vont être plus ou moins similaires. Vous voyez ici, quand on est un enfant, eh bien, le fait d'être actif et les adaptations que ça va permettre de générer, eh bien, ça vous permet d'améliorer votre attention, votre mémoire et vos fonctions exécutives. Donc déjà, on voit que ça contribue aux apprentissages. Ça joue aussi sur la réussite scolaire et sur l'acquisition du langage. Donc, ce que je vous ai mis, ça a été montré scientifiquement. Je n'ai pas mis la référence, mais... Ensuite, plus on vieillit, qu'est-ce qui se passe? On va retrouver toujours le dénominateur commun. L'activité physique va toujours jouer sur l'attention, la mémoire et les fonctions exécutives. Donc, tout ce qui va être préfrontal, ici. Sauf que c'est évident qu'à l'adolescence, à l'âge adulte, on va développer nos ressources et les stabiliser à un niveau plus ou moins élevé.
Et quand on a un âge très avancé, ce que va permettre l'activité physique, c'est de limiter le déclin. À un moment, eh bien, on perd un petit peu ses fonctions exécutives. On ne devient pas bête, hein, mais simplement on est moins rapide. Un exemple avec l'inhibition, il y a un certain nombre de rapports de police sur les accidents au feu de circulation qui impliquent une personne très âgée, qui montrent qu'il n'y a pas de traces de freinage. Et dans les témoignages, donc là c'est une étude qui avait lieu au Canada, quand j'étais à Montréal, à l'Institut de gériatrie, les témoignages, la personne dit, ben oui, j'ai vu le feu, mais le temps de percevoir le signal, d'inhiber, de reprogrammer, ben c'était un temps un poil trop long. Donc on a toujours le même arbre décisionnel, mais simplement on est plus lent. Donc là, ce que va permettre l'activité physique, c'est de limiter ce déclin cognitif. Et dans tous les cas, vous voyez, on cible ces 3 fonctions. Ensuite, eh bien, à l'adolescence, on voit que ça joue à nouveau sur la réussite scolaire et aussi sur le comportement scolaire. Les classes qui sont actives, soit par les mobiliers qu'on a vus, soit parce qu'il y a des temps d'activité physique plus importants, eh bien, ce sont des classes où le climat est beaucoup plus apaisé que si on reste assis tout le temps et qu'on ne bouge pas assez. Donc vous voyez que le fait de faire de l'activité physique, quel que soit l'âge, eh bien, ça va avoir un impact important sur notre cerveau en tant qu'organe et sur les conséquences de ces adaptations sur nos fonctions cognitives. Là, je n'ai pas mis de diapo, mais dernièrement, on a publié plusieurs études où on a demandé à des personnes âgées de faire de l'activité physique en même temps qu'elles faisaient des tâches cognitives qui sollicitaient le cortex préfrontal. Et on l'a comparé à une condition ou à un groupe où ils faisaient l'activité physique seul ou les tâches cognitives seules. Comme on peut s'imaginer, il y a ce qu'on appelle une interaction, c'est-à-dire que le programme qui combine les deux en même temps est beaucoup plus efficace que lorsque ces activités sont réalisées séparément. Pourquoi ? L'activité physique augmente la perfusion du cerveau de façon générale, plus de sang, plus de facteurs de croissance, plus d'oxygène, plus de sucre. Et comme en même temps, on fait des tâches cognitives, eh bien tout ce flux sanguin plus important qui arrive au niveau du cerveau, on va l'orienter vers les zones qui sont sollicitées par les tâches cognitives, et notamment par le cortex préfrontal, qui est celui qui vieillit plus rapidement que les autres. Donc vous voyez que faire des activités physiques qui sollicitent les fonctions cognitives, typiquement la danse c'est parfait, hein. C'est quand même, ça peut être assez intense, ça implique la mémoire, la coordination, etc. Donc vous amenez plus de sang vers des zones dont on sait qu'elles vieillissent plus rapidement, eh bien vous pouvez vous attendre à des adaptations qui sont plus importantes et de ce fait limiter l'effet du vieillissement. Donc vous voyez que quel que soit l'âge, activité physique combinée ou non à une activité cognitive, eh bien ça peut être très important et ça peut contribuer à nous rendre plus performants d'un point de vue cognitif. Plus intelligent, après, ça peut être autre chose. Et l'objectif, ce n'est pas forcément d'être un athlète de haut niveau. Hein, la référence, ce n'est pas les autres. La référence, c'est soi. Si j'améliore ma propre condition physique, eh bien, je vais améliorer mes performances cognitives. Mais ce n'est pas parce que je suis meilleur au niveau cardiovasculaire que mon voisin que je suis meilleur que lui au niveau cognitif. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est par rapport à soi-même. Donc, le sport rend intelligent, il peut y contribuer. En jouant sur les fonctions cognitives, après, tout dépend de l'usage qu'on va faire de ces fonctions cognitives. Voilà, je pense qu'on a peut-être dépassé un peu l'heure. Merci beaucoup. C'était un plaisir de passer ce temps avec vous. J'espère que ça vous sera utile ou que ça a été informatif en tous les cas. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.